Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Jean-Claude Roy, je suis responsable du secteur relations clients à la MSA d'Armorique. Je suis accompagné de plusieurs collègues de la MSA d'Armorique et de la MSA des Portes de Bretagne et de représentants de l'inspection du travail qui se présenteront à leur tour quand ils interviendront. Je laisse cependant peut-être à Carole Desgrès le soin de se présenter avant de poursuivre l'introduction et d'aborder le sommaire. Oui, Carole. bonjour, Carole Desgrès. Vous m'entendez bien? Oui. Donc Carole Desgrès, responsable de secteur animation élus et territoire en Portes de Bretagne. Bonjour, je continue. Donc Jean-Christophe Mahé, responsable du service aux entreprises à la MSA des Portes de Bretagne. On poursuivra les présentations au fil des interventions. Dans le cadre de son plan stratégique, la MSA a souhaité développer une offre de services à l'attention de ses différents publics et notamment à l'attention des entreprises et indirectement à l'attention des salariés de ces entreprises. Cette offre de services ambitionne notamment de vous informer plus régulièrement et de façon peut-être plus directe, comme c'est le cas ce matin dans le cadre de ce webinaire. Aussi, depuis 2023, nous avons proposé à certains d'entre vous des webinaires portant sur des sujets variés, tels que les indemnités journalières, la DSN événementielle, le temps partiel thérapeutique, les grandes lignes de la réforme des retraites, la démarche de fiabilisation des données de la DSN mensuelle, etc. Aujourd'hui, nous vous proposons, aux côtés de l'inspection du travail, un webinaire sur l'emploi de travailleurs étrangers. Alors, pourquoi ce sujet? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les entreprises agricoles recourent de plus en plus à de la main-d'œuvre étrangère. En effet, sur le territoire de la Bretagne, 12% des entreprises agricoles font appel à de la main-d'œuvre étrangère. Sur plus particulièrement le périmètre de la MSA d'Armorique, ce sont 15% d'entreprises agricoles qui recourent à de la main-d'œuvre étrangère. 63% de ces travailleurs étrangers sont ressortissants de l'Union européenne. On voit bien que ce sujet est peut-être complexe, parfois technique. On peut dire aussi que le sujet est parfois mal maîtrisé, car mal connu. Enfin, le non-respect des obligations en matière d'emploi de travailleurs étrangers peut entraîner de nombreuses conséquences sur les entreprises elles-mêmes et ou sur les salariés concernés, tant sur le plan du droit du travail que sur le plan de la protection sociale. Je vous propose maintenant d'aborder le sommaire. Dans une première partie, nous évoquerons les formalités et les conditions liées à l'embauche de travailleurs étrangers. Puis, nous évoquerons la qualité des données déclarées au moment de la déclaration préalable à l'embauche, dans le cadre également de la déclaration sociale nominative ou dans le contexte d'utilisation du titre emploi simplifié agricole. Il nous semblait aussi important, sur cette thématique de l'emploi des travailleurs étrangers, d'évoquer l'enjeu d'une bonne identification de ces salariés étrangers et le sujet de l'ouverture des droits à l'assurance maladie. Nous évoquerons aussi plus rapidement la prévention des risques professionnels des travailleurs étrangers. Par cela, nous évoquerons notamment quelques fiches traduites en langue étrangère, ainsi qu'un site internet dédié à la santé au travail et la sécurité au travail, permettant d'apporter les principales mesures de prévention à l'attention de ce public de salariés étrangers. Comme je l'indiquais, nous finirons par vous rappeler les modalités de contact et d'échange avec votre MSA, la MSA d'Armorique et la MSA des Portes de Bretagne. Et pour terminer ce webinaire, dans sa première partie, nous évoquerons les outils que nous mettons à votre disposition et les projets qui sont en cours.
Bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Monsieur Glouet, je suis responsable unité de contrôle de l'inspection du travail à Quimper. Unité de contrôle donc, qui comprend 5 inspecteurs du travail en charge en particulier du domaine agricole. Et je participe à ce titre au webinaire de ce matin pour essayer de brosser de manière assez synthétique et j'espère pédagogique, l'essentiel de la réglementation applicable à l'embauche de travailleurs étrangers. Voilà, pour débuter donc un principe rappelé par les dispositions législatives applicables, l'article L. 82-51-1 du Code du travail indique « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. » Ça, c'est le principe. Il permet effectivement ensuite d'introduire un certain nombre de conditions. Quelques points de repère dans un premier temps. Pour qu'un étranger puisse accéder au marché du travail en France, il faut rappeler dans un premier temps que le marché du travail, effectivement, pour les étrangers, est ouvert sans restriction ni formalité aux étrangers qui ont acquis un droit au séjour pérenne en France. Il s'agit des étrangers donc, qui disposent d'une carte de résident, une carte de séjour vie privée familiale, etc., etc. On développera ultérieurement. Ensuite, deuxième point de repère, il s'agit d'un marché ouvert sous conditions et ou limité pour certaines catégories d'étrangers. Étudiants, mineurs isolés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, atteignant leur majorité, etc. Et puis, dernier point de repère, un marché fermé par principe à certaines catégories d'étrangers, que sont par exemple les demandeurs d'asile, les visiteurs, les étrangers en situation irrégulière. Le principe de la réglementation nationale sur le sujet vise à distinguer le droit au séjour et le droit au travail. Donc, hormis certains cas où le droit au travail découle de la nature même du titre de séjour délivré, carte de résident, carte de séjour temporaire, mention vie privée familiale ou étudiant, l'accès à l'emploi est soumis à certaines conditions et soumis notamment à une autorisation de travail dont la délivrance obéit à certains critères. Exemple, l'opposabilité du marché de l'emploi dans certains cas. Première exclusion, un premier point effectivement qui permet déjà de distinguer une première catégorie de population, pour ce qui concerne les ressortissants de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, qui constituent donc la majorité des salariés étrangers employés par les exploitations dans nos départements. L'arrivée en France pour les ressortissants de l'Union européenne et de l'espace économique européen peut se faire avec une pièce d'identité en cours de validité. L'exercice d'une activité professionnelle est alors possible sans titre de séjour ni autorisation de travail. Il n'y a pas de conditions particulières pour les travailleurs européens pour accéder au marché du travail en dehors de la justification d'une pièce nationale, d'une pièce d'identité. L'embauche d'un salarié étranger européen est donc soumise aux mêmes conditions que l'embauche d'un salarié français. Alors, pour rappel, hein, la liste des 27 membres de l'Union européenne, plus les 3 qui sont adhérents à l'espace économique européen. Pour mémoire, je crois que c'est le Liechtenstein, l'Islande et la Suisse. Voilà. Bon. Forcément, les populations qu'on rencontre le plus souvent dans nos départements. Pour ce qui concerne les étrangers hors Union européenne, et c'est là que ça se complique un petit peu, on va distinguer dans un premier temps ceux qui ont un titre de séjour, titulaires d'un titre de séjour, de ceux qui n'ont pas de titre de séjour. Distinction assez facile à opérer, mais de laquelle va découler un certain nombre de conséquences. 3 situations principales. L'étranger hors UE détient un titre de séjour qui vaut autorisation de travail. Donc il pourra accéder au marché du travail sans autre formalité. Deuxième situation, l'étranger hors Union européenne détient un titre de séjour qui ne lui permet pas à lui seul de travailler. Dans ces cas-là, son employeur devra solliciter une autorisation de travail auprès de la plateforme dédiée. Troisième situation, le travailleur n'a pas de titre de séjour, et dans ces cas-là, il n'est pas admis sur le marché du travail national. Il pourra obtenir ultérieurement, éventuellement, et dans certaines conditions limitativement énumérées,
un titre de séjour qui l'autorisera à travailler, mais dans ces cas-là, il devra s'adresser à la préfecture pour obtenir ce titre. Alors les titres, je ne les ai pas tous listés, mais les principaux titres qui valent l'autorisation de travail, donc qui ne nécessitent pas d'autorisation de travail, de démarche complémentaire auprès de la plateforme pour la délivrance d'une autorisation de travail, sont les suivants. Le premier titre, c'est la carte de résident de 10 ans. Le deuxième, la carte de résident longue durée Union européenne pour un contrat inférieur à 3 mois. La troisième, la carte de séjour pluriannuelle salarié, qui est valable pour 4 ans. La quatrième, la carte de séjour temporaire vie privée familiale. La cinquième, la carte de séjour étudiant jusqu'à 60% la durée annuelle du travail, c'est-à-dire qu'au-delà de 60%, l'étudiant devra solliciter une autorisation de travail. Et la sixième, le récépissé de titre de séjour portant la mention autorisée à travailler. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas forcément essentiel de retenir l'identification de ces titres en particulier. Chacun de ces titres, normalement, porte la mention autorisée à travailler. Donc, si vous, en tant qu'employeur, vous avez un doute sur la possibilité pour le travailleur étranger que vous employez de travailler sous couvert d'un titre de séjour, il vous suffit a priori d'examiner en détail le titre de séjour qui lui a été délivré. D'autres titres de séjour donc, autorisent à séjourner sur le territoire national sans pour autant autoriser à travailler. Ce sont la carte la carte de séjour temporaire travailleur temporaire, la CST salarié pour 12 mois, la carte de résident longue durée Union européenne pour un contrat supérieur à 3 mois, la justification d'une demande d'asile 6 mois après dépôt de la demande, et la carte de séjour pluriannuelle travailleur saisonnier, puisque juste pour préciser pour les demandeurs d'asile, pendant les 6 mois qui suivent le dépôt de la demande, le demandeur d'asile n'a pas l'autorisation de travail de toute façon. Donc il ne peut effectivement solliciter une autorisation de travail qu'à l'issue du délai de 6 mois qui suit le dépôt de la demande d'asile. Et enfin, donc, la carte de séjour pluriannuelle travailleur saisonnier, dans le cas d'une procédure d'introduction, c'est-à-dire que le travailleur, là, en l'occurrence, n'est pas sur le territoire national, il demande à pénétrer sur le territoire national sous couvert d'une carte spécifique travailleur saisonnier et à la condition qu'il ne reste pas plus de 6 mois sur le territoire français. Donc ça, ces titres-là nécessitent une autorisation de travail. Et il appartient à l'employeur, c'est bien une responsabilité de l'employeur, de demander l'autorisation de travail pour ces salariés-là. Alors aujourd'hui, cette démarche se fait via une plateforme unique. Alors c'est assez récent, jusqu'à il y a quelques années, la demande s'opérait directement auprès des directions départementales du travail. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour solliciter une autorisation de travail, l'employeur doit saisir sa demande d'autorisation sur une plateforme dédiée qui est valable pour l'ensemble du territoire national et dont l'adresse apparaît sur la diapo. Donc il s'agit bien d'une démarche qui incombe exclusivement à l'employeur, sauf cas d'exception, sur une plateforme, un portail dédié, et qui est soumis à une première condition, est subordonné à une première condition, qui est le dépôt d'une offre préalable d'emploi auprès de France Travail. Sauf pour les métiers en tension, parmi lesquels aujourd'hui figure une grande partie des métiers du travail salarié agricole. Donc l'employeur qui souhaite obtenir une autorisation de travail, première condition, une condition qui coule un peu de source, mais il est toujours utile de rappeler, l'employeur qui sollicite une autorisation de travail pour un salarié étranger ne doit pas avoir été lui-même condamné pour des faits de travail illégal, pour des infractions aux règles de santé et sécurité au travail ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés. Donc il y a des conditions qui tiennent à la situation de l'employeur lui-même au regard des règles auxquelles il est astreint. Par ailleurs, et ça, ce sont deux nouveautés du décret du 9 juillet 2024 qui a été pris en application de la dernière loi Asile et Immigration. L'autorisation de travail peut être refusée ou sera refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise d'accueil. D'autre part, pour ce qui concerne les emplois saisonniers, le pétitionnaire, donc la personne qui demande l'autorisation au pouvoir public, devra désormais fournir la preuve que le travailleur disposera durant son séjour d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes. Donc une attention particulière portée, ça c'est nouveau, une attention particulière portée par le législateur sur les conditions d'hébergement et de logement des travailleurs étrangers. Un petit focus justement sur
la réglementation relative à l'hébergement des travailleurs, qu'il s'agisse de travailleurs étrangers ou pas d'ailleurs, c'est la même chose. La première règle, c'est celle qui concerne la déclaration d'hébergement. Toute personne, employeur ou non, qui affecte un local quelconque à l'hébergement de travailleurs est tenue d'en faire la déclaration auprès de la préfecture et de l'inspection du travail. Première condition, déclaration d'hébergement collectif obligatoire. Deuxième condition, le logement doit être conforme à un certain nombre de règles du code rural. Et ces critères, les critères de conformité sont très précis, on ne les a pas tous détaillés dans la diapo, mais par exemple, effectivement, on a un principe général d'interdiction du logement sous tente. Le logement doit être maintenu en état de propreté, il doit être conforme sur le plan électrique, la literie doit être individuelle, il peut y avoir un lit pour plusieurs personnes, ça allait de soi, mais ça, c'est pas toujours le cas. Et on a un certain nombre de dispositions précises, notamment sur la superficie du logement, la hauteur sous plafond, le nombre de sanitaires, de lavabos et de douches, etc. Donc les critères fixés par le code rural, de ce point de vue-là, sont très très précis, ils sont pris en application du code de l'habitation, ni plus ni moins. Les inspecteurs du travail ont des prérogatives en matière du contrôle des hébergements, donc on peut intervenir dans les logements sous réserve de l'autorisation de l'occupant. Et la fourniture d'un logement non conforme est soumise effectivement à un certain nombre de sanctions. Des sanctions administratives d'abord, mais également des sanctions pénales. Bon, je ne détaille pas, mais enfin, les sanctions administratives, c'est des peines d'amende administrative et la possibilité éventuellement également pour le préfet de fermer le logement. Voilà. Alors, j'ai détaillé un certain nombre de situations particulières, effectivement, qui sont très très spécifiques, qui n'ont pas forcément concerné tout le monde. J'ai souhaité comme les intégrer au diaporama dans l'hypothèse où ça concernerait quelques-uns de vos auditeurs. La première catégorie spécifique de travailleurs, c'est celle des mineurs pour leur accès à l'alternance, stage ou contrat pro. Pour ce qui concerne les mineurs non accompagnés, c'est un mineur isolé, qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui souhaitent accéder à l'alternance, la validation par l'OPCO, l'autorité qui enregistre les contrats d'apprentissage, suffit. Il n'y a pas d'autre formalité à opérer. Pour les mineurs accompagnés, donc les mineurs non isolés pour le coup, ils devront solliciter auprès de la préfecture un titre de séjour pour accéder à l'alternance. Pour les ex-mineurs accompagnés, les ex-mineurs accompagnés, c'est les mineurs qui sont non isolés et qui sont devenus majeurs. Pour cela, effectivement, deux choses l'une, soit ils sont éligibles à un titre de séjour de type carte VPF, dans ces cas-là, le titre de séjour vaut autorisation de travail, comme pour la population commune, comme pour la population générale, soit ils ne sont pas éligibles à la carte VPF, et à ce moment-là, ils devront solliciter obligatoirement une carte de séjour temporaire, donc un titre de séjour, plus une autorisation de travail, comme pour la population générale. Pour les anciens mineurs isolés, alors là, il y a une deuxième ou troisième distinction, pour les anciens mineurs isolés qui souhaitent accéder à l'alternance, pour ceux qui ont été pris en charge avant 16 ans par l'ASE, leur demande de carte VPF, leur demande de carte de séjour vie privée familiale vaut autorisation de travail. Ils n'auront pas d'autres formalités, ils n'auront pas d'autres demandes à réaliser auprès de la plateforme. Pour les ex-mineurs isolés pris en charge entre 16 et 18 ans, la demande de carte de séjour temporaire plus la validation par l'OPCO vaut autorisation de travail. Un peu technique, un peu particulier, mais bon, ça peut concerner un certain nombre certaines catégories de salariés quand même. Deuxième catégorie de salariés pour lesquels on a des dispositions spécifiques, il s'agit de travailleurs détachés, donc ceux qui sont mis à disposition d'une entreprise installée sur le territoire national pour réalisation de travaux dans le cadre d'une prestation de service internationale. Le prestataire de service, lorsque le prestataire de service, leur employeur, est installé sur le territoire européen, il n'y a pas d'autorisation de travail requise, même si le travailleur lui-même n'est pas un ressortissant de l'Union. Par contre, si le prestataire est installé en dehors de l'Union européenne, dans ces cas-là, de deux choses l'une, soit la prestation a une durée prévue de moins de 3 mois, et dans ces cas-là, l'employeur devra solliciter une autorisation de travail auprès des services, soit la prestation excède 3 mois, et dans ces cas-là, l'étranger hors Union européenne, toujours bien entendu, devra solliciter un titre de séjour et devra justifier une autorisation de travail pour exercer sa prestation sur le territoire français. Pour la catégorie encore spécifique des étudiants, ils vont effectuer un stage sur le territoire national.
une nouvelle distinction opérée, soit l'étudiant stagiaire effectue son cursus en France, c'est-à-dire qu'il est scolarisé dans un établissement français, et dans ces cas-là, aucune démarche en dehors de la convention tripartite n'est obligatoire. La convention tripartite, c'est la convention entre l'établissement d'enseignement, l'employeur et l'étudiant. Donc, pas de démarche particulière pour cette catégorie d'étudiants. Par contre, si l'étudiant stagiaire étranger effectue son cursus à l'étranger et que néanmoins il souhaite effectuer un stage sur le territoire français, si le stage dure moins de 3 mois, un visa est suffisant, visa court séjour est suffisant, soit le stage excède la durée du trimestre, et dans ces cas-là, le stagiaire devra demander une validation, l'établissement d'enseignement devra demander la validation de la convention sur la plateforme manœuvre étrangère qui est commune aux travailleurs étrangers. Voilà, pour les situations particulières. Un rappel général que j'ai évoqué en introduction de mon propos, pour ce qui concerne les travailleurs sans titre, donc qui n'ont pas de titre de séjour, de titre les autorisant à séjourner sur le territoire national. Pas de recrutement ni de maintien dans l'emploi possible. Ça, c'est le principe. Un principe qui souffre effectivement, comme tous les principes, de quelques exceptions. La première, c'est la régularisation par le travail, sous certaines conditions. Jusqu'à il y a peu, ces conditions étaient fixées par ce qu'on appelle la circulaire Valls. Il y avait des conditions d'ancienneté de présence sur le territoire et d'ancienneté de travail. La circulaire Valls a été abrogée la semaine dernière, il y a 15 jours, le 25 janvier dernier, a été remplacée par la circulaire Retailleau, qui restreint assez sensiblement les conditions possibles de régularisation par le travail, notamment en augmentant la durée nécessaire de présence sur le territoire, qui passe de 3 à 7 ans, si mes souvenirs sont bons. Donc on est quand même sur des situations nettement plus rares. Et deuxième possibilité de régularisation, c'est ce qu'on a appelé, là aussi c'est assez récent, la régularisation exceptionnelle pour les métiers en tension. Cette régularisation exceptionnelle court jusqu'au 31 décembre 2026. Elle concerne donc un certain nombre de métiers en tension qui sont listés par un arrêté du 1er mars 2024. Et elle autorise effectivement le travailleur sans titre à accéder au marché du travail sous couvert d'une carte travailleur temporaire ou salarié, d'un titre travailleur temporaire ou salarié. Donc ça, c'est les deux cas de régularisation encore présents aujourd'hui et qui permettent donc à un travailleur sans titre, qui donc en principe n'est pas autorisé à séjourner sur le territoire, d'accéder néanmoins au marché du travail et d'obtenir de ce fait une régularisation par l'obtention d'un titre de séjour. Dans ces cas-là, l'interlocuteur unique du travailleur étranger, c'est le service des étrangers de la préfecture de département. Donc là, il ne passe pas par la plateforme. C'est l'interlocuteur unique du travailleur, parce que c'est lui qui fait la demande, c'est la préfecture. On a indiqué d'ailleurs effectivement les adresses de préfecture départementale en encart à la droite de la diapo. Donc, pour un peu synthétiser le propos, quelques points de vigilance. J'ai indiqué, je crois, dans mon développement, que un titre d'identité, même à jour, ne vaut pas autorisation de travail. C'est important de le rappeler, ça va un peu de soi, mais je pense que c'est intéressant de le rappeler. Que 2, un titre de séjour ne vaut pas automatiquement, n'est pas équivalent à une autorisation de travail. On a vu qu'il y a des titres de séjour qui nécessitaient pour autant une démarche supplémentaire auprès de la plateforme pour obtenir une autorisation de travail, et qu'une DPAE, déclaration préalable à l'embauche, auprès des services de la MSA, ne vaut pas non plus autorisation de travail. Alors, dans l'hypothèse où un travailleur étranger embauché ou qui sollicite une embauche auprès d'une exploitation présente un titre de séjour, alors titre de séjour, j'entends un titre de séjour au sens plein, comme une carte d'identité par exemple, à son employeur, l'employeur a la possibilité de demander l'authentification du titre, s'il a un doute, auprès des services de la préfecture. C'est le seul service qui est habilité à le faire. Alors la démarche, elle est relativement simple pour les exploitants. Il s'agit d'adresser une copie du titre présenté par le salarié à la préfecture. La préfecture a 48 heures ensuite pour authentifier le titre ou ne pas le faire. Évidemment, dans l'immense majorité des cas, elle ne le fera pas. Simplement, l'absence de réponse dans les 48 heures vaut présomption d'accomplissement de cette vérification.
Ça ne veut pas dire que le salarié est autorisé à travailler pour autant, ni que son titre est valide. Ce n'est pas ça la question. C'est juste que l'employeur pourra démontrer qu'il a exercé cette procédure, qu'il a mis en œuvre cette procédure d'authentification et de vérification auprès des services compétents de la préfecture. Il pourra donc effectivement arguer de sa bonne foi si difficulté il y a. Mais ça n'interdit pas ensuite d'examiner quand même sérieusement la validité du titre qui est présenté par le salarié. Je le dis à titre d'information, mais on a de plus en plus de situations où on a une prolifération de faux titres de séjour ou de cartes d'identité falsifiées sur le territoire français. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles effectivement il est nécessaire d'appeler les exploitants à la vigilance. Pour rappel, ça c'est un peu un rappel désagréable, mais l'emploi d'étrangers sans titre est assujetti à une sorte de sanctions. D'abord des sanctions pénales, qui peuvent aller jusqu'à un emprisonnement de 5 ans et 15 000 € d'amende, ainsi que des sanctions administratives qui varient de la fermeture administrative de l'établissement, dans les cas les plus graves, jusqu'au refus des aides publiques, en passant par une amende administrative nouvellement créée par la loi Asile-Immigration et le décret de juillet 2024 que j'évoquais tout à l'heure. Pour l'information du public, quand on public, c'est à la fois les employeurs et les étrangers susceptibles d'accéder au marché du travail, il existe un certain nombre de ressources utiles qu'on a indiquées donc sur cette diapo. Alors, il y a d'abord les sites des préfectures, des préfectures départementales qui sont assez bien faits et qui permettent d'informer les administrés sur leurs droits. Le site servicepublic.fr, qui est un site qu'on utilise, y compris effectivement nous en interne, parce qu'il est très très bien fait, et sur ces sujets-là en particulier, est très riche et très bien documenté. Le site internet de la DRETS Bretagne, qui comporte également un certain nombre d'informations précieuses pour les usagers, ainsi que les sites du ministère de l'Intérieur et le site internet officiel du gouvernement dédié aux réfugiés. Par ailleurs, dans chaque DETS, il existe un service de renseignement public qui peut être sollicité par l'ensemble des usagers du service public via un numéro unique national, qui est le 0806 30 126. Et les collègues des services renseignement peuvent, dans une certaine limite bien sûr, parce que ce ne sont pas des spécialistes, apporter sur ces sujets-là également les renseignements que les administrés pourront bien solliciter. On va maintenant enchaîner sur la qualité des données déclarées lors de différentes étapes de déclaration. On évoquait à l'instant la déclaration préalable à l'embauche, mais aussi on évoquera la déclaration sociale nominative. Et enfin, évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer l'utilisation importante du titre emploi simplifié agricole, le TESA. Je laisse la parole à Jean-Christophe Maé. Oui, donc je me suis présenté tout à l'heure. Je suis responsable du service aux entreprises à la MSA des Portes de Bretagne et nous gérons, dans le cadre de la mutualisation des activités, l'ensemble de l'activité employeur pour les 4 départements bretons. Donc mon propos s'inscrit dans la qualité des déclarations que vous pouvez faire, des données, la qualité des données. C'est un élément très important pour la MSA pour permettre par la suite la bonne identification des salariés et ce qui en découlera, les droits qui pourront être attribués. Donc ça vaut pour les salariés étrangers, mais mon propos va s'inscrit aussi pour l'ensemble de vos démarches que vous pouvez faire auprès de la MSA. La première chose qui est important, c'est de récupérer, d'inscrire le numéro de sécurité sociale du salarié, s'il est connu par lui-même, bien évidemment. S'il en a un, je vous incite vraiment à récupérer l'ensemble, du moins ce numéro qui facilite grandement ensuite l'inscription et l'enregistrement dans nos bases de données. Chose également importante, c'est bien de mentionner l'ensemble des éléments qui sont présents sur l'acte d'état civil, le nom de naissance, le nom marital, le prénom. Voilà, c'est essayer d'être le plus précis possible et vraiment respecter
le format est ce qui est indiqué dans les données d'état civil du salarié, ses pièces d'identité, choses comme ça. Le moindre écart peut créer ce qu'on appelle chez nous des doublons, donc et difficulté ensuite à inscrire, si besoin, le salarié chez nous. L'adresse aussi du salarié, l'adresse complète du salarié, c'est une donnée qui nous est utile parce que par la suite, et s'il y a les droits ouverts, si c'est une première inscription à la MSA, s'il n'est pas connu à la MSA, cette adresse sera inscrite au dossier du salarié et c'est avec cette adresse que les courriers lui seront adressés. Donc là, c'est un exemple qui est présenté. Voilà, il y a différents modes déclaratifs. Il y a la déclaration préalable en embauche et il y a maintenant les deux TESA, TESA simplifié et TESA plus. Mais voilà, les informations qui sont demandées au niveau de l'identité du salarié sont à peu près les mêmes. Pour la suite, on le disait tout à l'heure, donc à l'instant, il y a deux modes déclaratifs. Il y a le mode déclaratif DPAE, mode déclaratif TESA simplifié pour les contrats CDD de moins de 3 mois. Et le TESA+, ça c'est donc le téléservice qui est mis à disposition si vous embauchez des salariés soit CDI, soit de plus de 3 mois. Au niveau du TESA, pour le TESA simplifié, lorsque vous faites vos démarches d'embauche, dès lors que le salarié est de nationalité étrangère hors Union européenne, il est demandé le type de titre de travail. C'est une donnée qui est obligatoire et si vous ne renseignez rien, vous ne pourrez pas poursuivre votre déclaration. Donc ça, c'est sur le TESA simplifié. Donc c'est vraiment une donnée obligatoire. Donc je vous incite vraiment, lorsque vous faites votre démarche, d'avoir le document avec vous pour pouvoir, lorsque vous faites votre déclaration, le préciser sur le site. Concernant la DPAE et le TESA+, cette information est aussi demandée. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore bloquant. C'est-à-dire que vous pourrez poursuivre vos démarches, ça ne va pas vous bloquer, mais je le précise que c'est quand même une information qui est obligatoire et qui vous sera de toute façon demandée ultérieurement. Donc pour l'instant, ce sont des outils mis à disposition par la MSA qui ne sont pas, faits de la même façon, mais à terme, probablement que cette donnée sera obligatoire dans vos démarches. Pour la suite, c'est aussi une notion qui peut avoir une importance au niveau des cotisations. C'est de savoir si donc votre salarié étranger est domicilié fiscalement à l'étranger. Donc ça aussi, au moment de l'embauche, c'est une information qu'on vous demandera. Donc j'ai récupéré la définition du domicile fiscal en France auprès de la DGFiP. Donc c'est si la résidence habituelle du foyer est en France, si le lieu principal de séjour, c'est-à-dire que si le séjour est d'au moins 183 jours, donc c'est au cours de l'année, donc c'est plus de 6 mois, donc c'est fait en France, et si l'activité principale y est exercée. Donc l'activité principale, c'est quoi? C'est celle pour laquelle le salarié il consacre le plus de temps effectif et qu'elle procure l'essentiel de ses revenus. Voilà. Donc à savoir, est-ce que le salarié est fiscalement domicilié en France ou à l'étranger? Donc ça, pour les saisonniers, c'est un élément qui est important. L'incidence de renseigner cet élément, c'est que les salariés qui ne résident pas fiscalement en France ne sont pas soumis à CSG, CRDS. Par contre, ils cotisent pour la part ouvrière à la cotisation maladie
qui est de 5,5%. Ensuite, il y a aussi, toujours sur le même sujet, au niveau de la DSN, si vous faites des DSN, c'est une information qui est à renseigner dans un bloc bien spécifique qui normalement s'intègre via votre logiciel de paye, hein, si vous faites vous-même vos DSN. Voilà, donc c'est une information, faut vérifier qu'elle est bien présente. À ce niveau-là. L'impact, c'est-à-dire que s'il y a un déphasage entre l'information qui est mentionnée là et les éléments de paye, c'est dans le cadre d'un recalcul qui pourrait être fait par la MSA, il y aurait un décalage et voilà, il pourrait soit avoir de la CSG calculée ou de la cotisation maladie par ouvrière qui se calcule alors qu'il n'y en a pas. Voilà, donc c'est le risque. Donc, si vous faites appel à un tiers déclarant, normalement, ils connaissent tout ça, il n'y a pas de problème. Toujours au niveau de la DSN, là aussi, c'est un focus sur les comptes rendus métiers. Donc, toujours pareil, hein, si vous faites vos DSN, on ne peut que vous inciter à aller les consulter régulièrement. Même à chaque dépôt, pour éventuellement corriger des anomalies déclaratives. Donc les comptes rendus métiers se trouvent sur le tableau de bord DSN. Et il y a donc différents éléments hein, qui peuvent ressortir sur ces tableaux de bord, notamment en lien avec l'identité du salarié, hein, qui est notre propos aujourd'hui. Il peut y avoir différents types d'anomalies qui sont connues. Donc ça vaut là aussi, hein, là on parle des salariés travailleurs étrangers, mais ça vaut pour tous les salariés. C'est s'il y a un déphasage entre le numéro que vous avez indiqué, hein, numéro de sécurité sociale, et le système national de gestion des identifiants. Hein, donc c'est un fichier national tout régime, c'est pas que la MSA, qui permet de vérifier la conformité de l'identité des salariés. Voilà, donc il y a des signalements qui sont faits et puis il peut y avoir des écarts entre les dates de naissance que vous avez renseignées et la date de naissance qui est connue au SNGI. Donc si c'est vous qui avez fait, s'il y a une erreur au niveau de la saisie, eh ben, on vous invite à corriger ou à vérifier hein, auprès du salarié. Donc voilà, c'est un des exemples. Voilà. On a de nombreux déphasages hein, entre ce qui est déclaré, c'est normal hein, vu le nombre, et les données qui sont connues et qui sont remontées au national. Donc c'est un travail de longue haleine hein, et qui est collaboratif avec vous pour faire en sorte que les bases de données soient les plus justes possibles. Donc là, par exemple, c'est un écart sur les derniers numéros d'ANIR reconnus. Voilà. Donc vraiment aussi au niveau du NIR, lorsque vous faites votre saisie, si vous connaissez les premiers numéros, surtout ne pas inventer les numéros qui suivent. Au mieux ne rien mettre. Voilà. Donc j'en ai fini concernant les éléments sur les données à déclarer lorsque vous faites vos embauches. Merci Jean-Christophe. Merci. On voit bien l'importance de la qualité des données déclarées, notamment au stade de la déclaration préalable à l'embauche, mais ensuite également tant dans le dispositif DSN que dans le dispositif du titre emploi simplifié agricole. Je vais maintenant donner la parole à Catel et Françoise. Je vous laisse vous présenter. Vous allez intervenir sur l'identification des travailleurs étrangers et l'enjeu de l'ouverture des droits santé, des droits à l'assurance maladie.
Bonjour à tous. Donc, Catel Fichou, je me présente. Je suis responsable du service gestion des individus, donc qui s'occupe de l'identification, notamment des salariés étrangers. Et je passerai la main à ma collègue Françoise Gruenet pour l'ouverture des droits au niveau de la santé. Alors, du coup, pour garantir une protection sociale pour vos salariés étrangers, donc votre salarié doit être correctement identifié à la MSA. C'est-à-dire, nous devons avoir, comme l'a indiqué Jean-Christophe tout à l'heure, nous devons avoir des données qui sont importantes pour nous. Donc, je le rappelle, hein, le nom de naissance, tous les prénoms si possible, la date de naissance, le lieu de naissance, donc le pays, la ville, et bien sûr la nationalité. Donc, j'attire votre attention sur le fait que de ne pas nous déclarer de nationalité ou de dire que c'est une nationalité inconnue, d'office, il n'y aura pas de droits santé qui seront ouverts. Les formalités sont différentes suivant la situation et la nationalité du salarié. On l'a vu tout à l'heure déjà avec l'inspection du travail, les hors UE et les UE. Donc, vous devez nous transmettre les justificatifs qui permettent l'identification de vos salariés pour pouvoir procéder à leur identification. Donc, pour tout embauche de salariés étrangers, les pièces justificatives doivent être fournies. Donc, que la personne soit, si elle est née hors métropole, on doit avoir forcément une pièce d'identité, mais ça ne suffit pas. Il nous faut aussi une pièce d'état civil. Donc, on fait le distinguo entre les ressortissants Union européenne et hors Union européenne. Sur cette vue sont concernés les ressortissants de l'Union européenne. Les pièces d'identité, on peut avoir une carte d'identité ou un passeport ou par exemple une carte du combattant. Pour la pièce d'état civil, il nous faut obligatoirement une copie intégrale d'acte de naissance en langue originale ou un extrait d'acte de naissance avec filiation en langue originale. Et j'insiste, le cachet d'authentification doit être parfaitement lisible, tout comme toutes les pièces que vous nous fournissez. Donc, on doit pouvoir, ils doivent être scannés correctement, et on ne doit pas avoir de soucis pour les lire, etc. Et j'insiste aussi sur si la personne est mariée, notamment pour les femmes, qu'il nous faut un acte de mariage, ce qui permet de justifier la divergence de nom entre les pièces d'identité et l'état civil. Sur la vue suivante, nous avons les mêmes pièces qui sont demandées, bien sûr, donc toujours une pièce d'identité accompagnée d'une pièce d'état civil. Et là, pour les hors Union européenne, bien sûr, hein, il nous faudra, comme nous l'avons vu, le titre de séjour. Alors, dans l'attente, les conséquences sur les droits santé au niveau de l'immatriculation. Si nous n'avons pas toutes ces pièces ou dans l'attente de toutes ces pièces, dans nos bases sera créé un numéro provisoire. Hein, c'est d'abord un numéro de série, donc qui est différent suivant la MSA. Et si cet individu dans nos bases a ce numéro-là, il n'y aura pas de droit ouvert. Par contre, si on arrive avec quelques données à faire avancer le dossier et connaître quand même quelques données d'état civil, on pourra avoir un matricule qui commence par le 3 ou le 4. Donc, vous pouvez voir, hein, des fois sur les courriers ou que vous recevez, etc., vous pouvez voir les différents matricules. Donc, ce matricule-là, qu'on appelle un numéro transitoire chez nous, hein, pourra par contre avoir des droits ouverts. Mais pour ces deux catégories de numéros provisoires, en tout cas, il n'y aura pas de possibilité d'avoir une carte vitale. Donc ensuite, on reçoit toutes les pièces. Alors, si on ne reçoit pas toutes ces pièces ou que certaines pièces ne sont pas lisibles, qu'on les redemande, etc., on rentre dans un cycle où on va demander tous les 3 mois si les pièces, si on peut nous donner ces pièces-là pour pouvoir ouvrir des droits. Vous avez sûrement entendu parler du numéro identifiant d'attente, c'est le numéro NIA, donc c'est un matricule qui est donné, un identifiant unique qui est partagé par tous les organismes de sécurité sociale pour éviter la fraude.
Donc, on n'a pas forcément peut-être toutes les pièces, ou on a toutes les pièces, mais ça ne fonctionne pas bien. Du coup, on a quand même des droits ouverts, toujours pas de carte vitale. Hein. Ça vient quand tout est OK et qu'on a tout ce qu'il faut. Et quand on passe, par exemple, vous voyez ici sur la diapo, quand le Sandia, donc c'est un organisme qui certifie les matricules pour les étrangers, quand cet organisme valide le matricule, le NIA, donc qui est le futur NIR, devient du coup un NIR, ce qui permet donc d'avoir pour le coup une carte vitale. En l'absence de pièces, je l'ai dit, on réclame 2 fois 3 mois. Si on n'a toujours pas les pièces demandées, on va suspendre les droits au bout de 6 mois. Et si on n'a toujours pas les pièces, on pourra fermer définitivement le dossier et en plus peut-être faire des indus sur les prestations versées. Ici, nous avons une vue sur le matricule. On disait que le matricule NIR est un matricule important et où on peut voir aussi de nombreuses informations. Donc, vous savez, on voit si c'est un homme ou une femme, on connaît l'année de naissance, le mois de naissance, où la personne est née. Donc, c'est quelque chose où il ne faut pas le divulguer. Donc, vous voyez bien, puisque c'est des infos importantes. Donc, si vous appelez la MSA, par exemple, pour demander le matricule de votre salarié, on ne pourra pas vous le communiquer. Voilà. La deuxième chose sur laquelle on voulait vous faire connaissance, et quelque chose d'important, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est l'adresse de vos salariés. Donc, vous ne devez pas nous indiquer l'adresse du siège social comme adresse de domiciliation, puisque cela pourrait contribuer à ce qu'il y ait un contrôle sur place, puisque ça équivaut à un avantage en nature. Et le salarié, lui aussi, doit déclarer à la MSA tout changement de situation. Et quand il change d'adresse, c'est important, puisque c'est là où on peut aussi lui envoyer des courriers, et puis cela peut avoir des conséquences sur ses droits. Il y a des particularités, on en a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport aux demandeurs d'asile. Donc, à partir du moment où la demande d'asile est acceptée par l'OFPRA, donc cela permet aux salariés d'avoir l'obtention d'un matricule donc de sécurité sociale, et il doit nous fournir un certificat de naissance que l'OFPRA aura établi et un titre de séjour. Il y a aussi les salariés qui ont été confrontés, par exemple, ce qu'on appelle le cas de force majeure. Donc, ça peut être les guerres ou catastrophes naturelles, etc., comme par exemple si on prend l'Ukraine. Donc, si ces salariés sont dans l'impossibilité matérielle de produire les 2 pièces justificatives demandées, donc on vous demande de se rapprocher de la MSA, et puis on fera une demande exceptionnelle auprès de l'organisme compétent par rapport à leur immatriculation. Je vais laisser la main à Françoise Gruenet qui va se présenter. Merci à vous. Bonjour, je suis Françoise Gruenet, je suis responsable de la gestion des droits santé pour la région Bretagne. Donc, dans ces droits santé, on ouvre les droits, on ferme les droits et on gère aussi essentiellement la carte vitale. Je voulais vous rappeler le principe de la PUMA. Donc, la PUMA, elle est mise en place depuis 2016. La PUMA, c'est la protection universelle maladie. Son grand principe, c'est que toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé. C'est-à-dire que c'est une garantie du coup d'une couverture continue des soins. Par contre, la conséquence, c'est que la personne doit être en situation régulière et stable. Donc, quand on dit stable, c'est plus de 6 mois en France. Pour les salariés étrangers, il faut savoir que le salarié va devoir remplir un formulaire de demande d'ouverture de droit. Donc, ce formulaire-là, complété par le salarié, vous pouvez très bien le guider dans sa complétude. On vous a mis les liens pour accéder à ce formulaire aussi sur les différents sites Armorique et Portes de Bretagne. Donc, il doit être bien complété. Attention à toutes les données qui sont bien marquées sur ce document, ça va nous servir à étudier pour ouvrir les droits. Il est à transmettre du coup à la MSA. Vous pouvez éventuellement, vous, à partir de votre site internet, le déposer aussi pour votre salarié. À ce document, il faudra joindre aussi des pièces justificatives. Donc, l'explication des pièces à joindre et au dos, en fin de compte, au verso de ce document.
On en a parlé tout à l'heure, la carte vitale n'est pas attribuée pour toute ouverture de droit. Il faut absolument que les NIR soient certifiés, que les matricules, que la personne, le salarié, soit bien identifié et bien immatriculé pour pouvoir nous déclencher la carte vitale. À savoir, la carte vitale n'est valable que sur le territoire français. Elle doit être restituée lors du départ du salarié. Donc, une alerte, pensez bien à signaler aussi à vos salariés quand ils quittent la France, de bien signaler aussi à la MSA qu'ils partent. Il y a éventuellement un imprimé, donc pour quitter le territoire, un imprimé à compléter de transfert de résidence, sachant que de toute façon, la carte vitale sera invalidée à partir du moment où il quitte la France. Un petit focus sur les travailleurs saisonniers étrangers qui arrivent dans le cadre du dispositif OFII. Donc OFII, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les travailleurs saisonniers étrangers qui sont recrutés seront recrutés, vous les recruterez que pour une période maximum de 6 mois consécutifs. Et ils ne peuvent pas rester sur le territoire français passer ce délai. C'est vraiment un cadre particulier. Automatiquement, ils devront quitter la France et pareil au niveau des droits. Les droits ne sont ouverts uniquement que pendant la période de présence en France et sans maintien. Donc, de toute façon, si le contrat dépasse les 6 mois, au niveau des droits santé, on recentrera que sur 6 mois de droits. Et selon les dispositifs de leur titre de séjour, ce type de contrat est incompatible avec un CDI, étant donné que la résidence fiscale reste dans le pays d'origine. C'est l'histoire des 6 mois de présence en France. Si on est moins de 6 mois ou juste à 6 mois, on ne peut avoir de droits supplémentaires. Les documents qui seront à fournir ou qui sont à fournir par le travailleur saisonnier dans le cadre de l'OFII, du coup, sont de toute façon l'autorisation de travail tamponnée par l'OFII. Pour ouvrir les droits, il nous faudra absolument ces documents-là. Le visa long séjour de 3 mois qu'il aura au début à son arrivée en France. Le contrat de travail, c'est ce que je viens de dire, du coup, ça va être un CDD maximum de 6 mois. On n'a pas de CDI pour ce type de travailleurs, du coup saisonniers. Il nous faudra aussi, après, le certificat de demande d'ouverture de droit, le document que je vous ai présenté tout à l'heure. Et par la suite, après le visa long séjour de 3 mois, il aura normalement, après demande auprès de la préfecture, une carte de séjour pluriannuelle. Il nous faudra bien ce document de carte de séjour pluriannuelle pour la suite, sinon on ne pourra pas prolonger les droits à 6 mois. Merci Catel, merci Françoise. On va poursuivre ce webinaire. Votre MSA exerce des missions de prévention des risques professionnels. Il nous a semblé opportun d'évoquer cette mission dans le cadre de l'emploi de travailleurs étrangers. Je donne la parole à Julien qui va se présenter. Merci Jean-Claude. Bonjour à toutes et tous. Julien Dion. Donc moi j'ai en charge la construction, la promotion et le développement de l'offre de services aux entreprises et aux exploitants agricoles sur la MSA d'Armorique. Donc, on va évoquer ensemble la prévention des risques professionnels. Donc, je rappelle que la prévention des risques professionnels a pour mission d'améliorer les conditions de travail des salariés afin de réduire notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, nous vous invitons donc à transmettre à vos salariés les principales mesures de prévention à adopter. Alors, donc pour ce faire, nous avons traduit des ressources en plusieurs langues étrangères. Donc, on vous invite à les afficher, à les remettre à vos salariés. Et vous avez un accès aussi au site Internet dédié à la prévention des risques professionnels. On va évoquer maintenant les différents contacts MSA. Donc, je vais évoquer les contacts de la MSA d'Armorique et je passerai la parole à ma collègue Carole Degré sur le volet Porte de Bretagne. Donc, pour les employeurs et leurs salariés relevant de la MSA d'Armorique, vous pouvez nous appeler donc du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 13h à 16h30, sauf le jeudi, ouverture à 10h30. Et au numéro 02 98 85 79 2 fois. Donc ça, c'est pour les employeurs de la MSA d'Armorique, Finistère et Côte d'Armor. Vous pouvez également nous rencontrer du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et demi et de 13h30 à 17h, sauf le jeudi matin.
Donc, nous recevons exclusivement sur rendez-vous en agence, donc sur Armorique ou dans certaines France Services. En revanche, on reçoit sans rendez-vous sur Landerneau, le site de Landerneau, et sur le site de Saint-Brieuc. Et enfin, nous vous incitons également à utiliser, je pense que vous le faites déjà, votre espace privé et tout particulièrement le service en ligne, mes contacts, ma messagerie. Il faut savoir qu'on a mis aussi en place, alors ça concerne davantage vos salariés, une solution de traduction instantanée, sécurisée et gratuite qui s'appelle ACO. Donc, il faut savoir que vos salariés de nationalité étrangère et ne maîtrisant pas notre langue peuvent, s'ils le souhaitent, demander la présence d'un traducteur, alors ça se fait en visio, lors de tout rendez-vous administratif. Je vais laisser la parole à Carole sur le volet Porte de Bretagne. Oui, donc du coup, de notre côté, en Porte de Bretagne, vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 17h au 02 99 01 80 80. Et vous pouvez également nous rencontrer du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Donc, les rendez-vous en agence sont exclusivement sur rendez-vous. Par contre, sur les sites de Bru et de Vannes, c'est avec ou sans rendez-vous. De la même façon, vous pouvez nous écrire via votre espace privé. Et puis, nous disposons également de la plateforme ACO si besoin. Merci Julien, merci Carole. On enchaîne maintenant pour la dernière partie de ce webinaire sur un focus sur un certain nombre d'outils que votre MSA met à votre disposition ou met à votre disposition de vos salariés. Julien. Oui, alors parmi ces outils, le kit d'accueil, je suis nouveau salarié du régime agricole, alors j'imagine que c'est un outil que vous connaissez pour certains d'entre vous et que vous remettez déjà à vos salariés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce kit d'accueil? C'est un kit qui comprend effectivement plusieurs documents qui doivent être mis à vos salariés, une fiche qui s'intitule « Je suis nouveau salarié du régime agricole », qui reprend de façon chronologique et synthétique les étapes qu'un salarié doit accomplir envers la MSA pour la plénitude de ses droits, une foire aux questions qui répond aux principales interrogations que peut se poser votre salarié, notamment dans le cadre d'un transfert de régime entre régime général et MSA, un dépliant sur la MSA d'Armorique proche de vos assurés, un dépliant qui rappelle les différents modes de contact que je viens d'évoquer, un dépliant sur les prestations d'action sanitaire et sociale à la MSA d'Armorique. Alors, à noter qu'elles sont spécifiques à chaque caisse, elles sont un petit peu différentes sur Porte de Bretagne. Et enfin, un guide concernant l'accompagnement qui peut être proposé sur le site internet et sur l'espace privé. Donc, ce kit, il est disponible et accessible sur le site. Vous pouvez le télécharger et le remettre. Et nous vous invitons à le remettre d'ailleurs à vos salariés. En cours, nous allons procéder à la traduction de la fiche « Je suis nouveau salarié du régime agricole ». Donc, une traduction qui concernera la langue roumaine, bulgare, anglaise et arabe. C'est en cours, de façon à permettre à ces salariés de nationalité étrangère de faire valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la MSA. Donc, toutes ces fiches, vous pouvez y accéder directement sur le site de la MSA d'Armorique. Je vais laisser la main à Carole sur l'accompagnement et les propositions Porte de Bretagne. De notre côté, en Porte de Bretagne, on a commencé à développer des fiches moments-clés
donc sur des thématiques différentes en lien avec différents événements de vie. Donc ces fiches sont au nombre de 6 actuellement, mais elles seront amenées à se développer. Et puis elles seront également complétées par la suite d'une foire aux questions. Donc l'idée, c'est aussi que vous puissiez les communiquer vers vos salariés pour que tout le monde ait les renseignements comme il se doit. On a évoqué différentes thématiques sur des sujets parfois un peu techniques. On arrive au terme de cette première partie.